Bonjour à tous, édition du dimanche 11 octobre 2015. Bonjour à tous et merci d'être sur STV. Avant les sujets sur lesquels nous débattrons dans un instant, nous avons cette information de dernière minute. On parle d'un double attentat suicide survenu ce dimanche matin à Kangaleri, dans le Mayo-Sava, à sensiblement 12 km de Mora. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts, 11 y compris les 2 kamikazes, et de 29 blessés. Un troisième kamikaze serait activement recherché. Et puis les thèmes de ce jour, transport de l'électricité au Cameroun, une nouvelle société nationale voit le jour. La Sonatrel, puisqu'il s'agit d'elle, a été créée ce jeudi par décret présidentiel numéro 2015/454 du 8 octobre 2015. D'ailleurs, l'article 2 du dit décret détaille les missions de la société à capital public, entre autres l'exploitation, la maintenance et le développement réseau public de transport d'énergie électrique et ses interconnexions avec d'autres réseaux, mais aussi la gestion des flux d'énergie électrique transitant par le réseau public des transports, la planification, la réalisation des études et la maîtrise d'ouvrage de transport de l'électricité, ainsi que la gestion de financement y relatif. Placé sous la tutelle technique du ministère de l'eau et de l'énergie et sous la tutelle financière du ministère des Finances, il est question, à travers cette société, de donner un souffle nouveau au secteur de l'électricité au Cameroun. Avec le qui fait quoi désormais mieux défini, peut-on s'attendre à plus de lumière et moins de pénombre au Cameroun? Entendez l'amélioration des prestations, mais surtout le Camerounais peut-il espérer une réduction des tarifs à l'arrivée des factures? Nous en parlons dans un instant. Également au menu de cette édition, sortir ou non de la zone franc. Le débat a été relancé alors que le ministre français des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, a déclaré il y a quelques jours que son pays était ouvert sur la question. Rediscuter des termes de l'accord de coopération monétaire qui lie les pays de la zone franc à la France, c'était au cours de la deuxième réunion semestrielle des ministres des Finances de la zone franc à Paris. Rester ou sortir de la zone franc, la question se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui, lorsqu'on sait que récemment, des voix s'élevaient encore pour fortement critiquer le franc CFA qui, je cite, plomberait l'économie des pays qui l'utilisent. On en parle dans un instant, juste le temps pour moi de vous présenter le panel. Je commence par vous, Denis Kwebo. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint à Le Jour. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être encore là ce matin. C'est un jour peut-être triste. Justement, si un mot peut-être justement sur ces autres attentats. On avoisine carrément la vingtaine là. Oui. On est à 15. Oui, et peut-être on va encore fâcher des gens lorsqu'on va dire que lorsque une armée se positionne en interposition, en situation de conflit, cela va certainement étrangler économiquement le Cameroun et nous conduit vers une destination qui sera certainement douloureuse. Donc, on peut, en tant que citoyen de ce pays, comptable du patrimoine national, demander aux autorités publiques de faire en sorte que notre armée ne soit plus en situation d'interposition pour, en réalité, terroriser les terroristes. Si elle ne le fait pas, nous allons continuer de compter les morts et nous n'allons pas du tout sortir de cette spirale. Vous avez dit qu'il y a un kamikaze qui était en fuite. C'est archi faux. Et notre armée a pris l'habitude de mentir. Les kamikazes ne sont pas des chiens ou des athlètes pour fuir avec des charges explosives. Et vous n'attaquez pas une ville qui est sous protection de notre armée. Et pour entendre dire à la radio par les communicants complètement comment on dit ça, les gens qui ont été largués récemment, il n'y a pas de kamikazes en fuite, ce n'est pas vrai. Et il faut qu'on cesse de le dire. Il faut qu'on sanctionne des gens qui font passer ce type d'informations-là. Merci Denis Kwebo. Juste à côté de vous, nous recevons Aïssi Bessala, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et puis nous vous présentons également Monsieur Anissé Ekane, militant au Manidem. Bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de STV.
Ravi de me retrouver sur le plateau avec M. Aïssi Bessala. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé en back-office, mais le dernier, mais pas des moindres, c'est le docteur Jean-Marie Bianda. Vous êtes économiste. Bonjour et merci d'être là. Leila, bonjour. Merci pour votre invitation. Je suis très intéressé de participer à ce banquet communicationnel, même si ça commence avec un peu de tristesse. Si j'avais un mot à dire là-dessus, il nous souvient que cette nuit déjà, il y a eu un attentat au Tchad. Généralement, lorsqu'il y a un attentat au Tchad, chez nous ici, on devrait s'attendre au pire. Et au Tchad, on a connu plus de 40 morts. Si on parle de 20 morts du côté du Cameroun, je crois quand même que nos soldats méritent d'être salués pour cette bravoure, parce qu'en fait, ils n'auraient pas été vigilants qu'on se serait retrouvé avec un peu plus de morts. Donc, je suis content d'être sur le podium, mais je partage toute mon émotion et ma tristesse avec les familles éprouvées du côté du septentrion du Cameroun. Comme nous tous d'ailleurs. Transition et puis on entre dans le vif du sujet. Alors, le transport de l'électricité désormais retiré à Eneo, on vous le disait tout à l'heure, le président de la République a signé jeudi un décret portant création de la Société nationale de transport de l'électricité. Alors, Anissé Ekane, comment avez-vous accueilli la nouvelle de cette nouvelle société? C'est une nouvelle impulsion qu'on donne comme ça au secteur de l'électricité au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je pensais que nous, on a pensé depuis longtemps que ça allait de soi, qu'il fallait créer une société de distribution pour d'ailleurs ne pas donner toute la maîtrise de notre approvisionnement en électricité à des sociétés étrangères, à des collecteurs de francs CFA. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne décision, mais on va voir peut-être tout à l'heure que les effets induits direct ou indirect de ces décisions ne risquent pas, n'ont beaucoup de chances d'implémenter rapidement la situation de la fourniture d'électricité dans notre pays. D'abord, c'est un décret. D'ici à sa mise en application, vous savez comment on marche chez nous, au pas de tortue. Merci Anissé Ekane. Alors, Monsieur Aïssi Bessala, beaucoup en ont parlé en ces thèmes. Est-ce qu'on peut y voir un besoin et un désir de renationaliser le secteur de l'électricité au Cameroun? En tout cas, c'est visible, c'est clair que c'est l'action de la fin du monopole dans ce secteur. Il faut se rappeler, Anissé Ekane l'a dit, ça tombe bien. C'est des mauvaises paroles. L'hymne national a été créé en 1920. Alors, parce que moi, je suis la copine de toutes les Bayamselang du Cameroun et du monde entier. Nous sommes chez vous pour vous apporter le bonheur, les informations, le divertissement, la détente qu'il faut pour démarrer une nouvelle. Alors, Monsieur Bessala, vous avez la parole. J'étais en train de dire que la création de cette société... nous a coupé. Il y a eu la réparation automatique, donc on a déjà des actions pareilles à tout. Je voudrais dire que la création de la société de transport d'électricité, je pense que c'est une action qui mène à la fin du monopole dans ce secteur. Anissé Ekane, il n'y a pas très longtemps, beaucoup de gens le voyaient entraînant 2-3 tondus pour manifester bruyamment contre le monopole le prédécesseur des Néo et tout ça. Donc je m'attendais à ceux qui disent que oui c'est bon, point. Mais il dit bon, il pense au futur quand même. Non, attends, terminons d'abord le présent. Voyons même comment ça va démarrer, comment ça va marcher, avant de commencer à introduire le scepticisme qui est le découragement. Donc moi je voulais dire que désormais, il y a plusieurs producteurs d'électricité au Cameroun. Il y en a qui font avec le gaz, d'autres avec l'eau. Maintenant, il y avait qu'un seul qui assurait le transport. Le transport, ce n'est pas les poteaux qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle la haute tension.
Donc cette société va transporter la haute tension et va mettre ça à la portée du seul pour le moment distributeur qu'est Eneo. Eneo va prendre l'électricité que Eneo produit par exemple à EDA. Il va prendre l'électricité que produisent les autres sociétés qui produisent l'électricité par le gaz à Douala et à Kribi notamment, et même bientôt à Limbé. Mais ces 3 ou 4 points de production d'électricité, c'est un transporteur qui est séparé d'Eneo qui va l'amener juste à la portée des consommateurs. Eneo reste pour le moment le distributeur. Mais je crois que c'est une très bonne avancée. Il faut dire que c'est un ouf de soulagement Denis Kwebo qu'Eneo a dû pousser lorsqu'on sait qu'il avait du mal à tout gérer entre distribution, transport. Il montrait des souffles, d'essoufflement, des signes d'essoufflement. Alors, Eneo tire avantage, ou alors Actis, parce que Eneo c'est toute une nébuleuse. Actis tire avantage du fait que bien, ces gens ne comprenaient rien à l'énergie électrique. Quand on dit monter, ils montent. On dit descendre, ils descendent seulement. Au début, tout le monde avait dit dans ce pays qu'on devait bien séparer l'activité de production de celle de distribution et celle de distribution de celle de commercialisation de l'énergie électrique. Et comme ici Bessa le disait, à ce moment-là, il n'y avait que quelques rares personnes qui avaient raison, ou alors qui avaient tort d'avoir raison tout seul. Ils marchaient pendant que la police rigolait, les gendarmes rigolaient. Je n'ai pas donné raison à Nice, Nice. Tout le monde rigolait. Je constate. Aujourd'hui, quelques années après, comme nous sommes dans un régime de tricheurs, on vient prendre un décret en sauveur. Vous voyez, quand on est incompétent, c'est un peu comme ça qu'on procède. Vous allez tricher à une course, pendant que les gens sont encore à l'aller, vous êtes déjà arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde dit que oui, avec la création de la société de transport, est-ce que la création de la Sonatrel va ajouter 1 mégawatt d'énergie produite au Cameroun? Non. Ça ne va rien ajouter du tout. Donc, quand on veut commencer à soigner un malade, on ne prend pas l'aspect qui importe le plus aux médecins. On soigne le mal. Donc aujourd'hui, on ne produit pas suffisamment d'énergie. Le transport était complètement délabré et la commercialisation se passe comme si on était dans un marché noir tunisien. Donc c'est tout cela qu'il fallait regarder. Quand on parle du transport, on n'a pas résolu le problème. Personne n'a dit que le seul problème qu'on avait en matière énergétique, c'était le transport de l'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on résout le problème du transport sans résoudre celui de la commercialisation, sans résoudre celui de la production? Et quand, dans le décret, on a dit quelque part que l'État camerounais ne doit rien réclamer à Eneo pour cette affaire Actis, il ne doit rien réclamer. Donc on a passé tout ce qu'il y a eu. C'est des gens qui ont dit qu'ils devaient remplacer plus de 400 000 poteaux. Et ils ont remplacé, je crois, 10 000. Il reste 390 000 à remplacer. Du coup, maintenant, on dit que non, c'est la société de transport qui va résoudre ces problèmes-là. Alors, quand Actis est venu ici en renfort de publicité, on nous a annoncé beaucoup de milliers de milliards que l'investisseur britannique allait injecter dans le secteur énergétique au Cameroun. Quelques temps après, on dit qu'on a créé la Société nationale de transport de l'électricité et que ce sont des capitaux publics. Alors, le grand apporteur de milliards va donc investir dans quoi? Dans la commercialisation. Il faut bien regarder de près que on est dans une situation, appelons ça finissante. Et ceux qui se sont arrangés pour confisquer ce patrimoine-là sont déjà en train de fuir. Donc, demander à l'État camerounais de financer aujourd'hui le transport de l'énergie électrique nécessite qu'on nous dise exactement ce que cela induit en termes financiers. Comment est-ce qu'on va répartir les coûts sur la production, coûts sur le transport et coûts sur la commercialisation? Est-ce que Eneo va continuer à vendre le kilowatt à prix d'or pendant que l'État camerounais, entre-temps, est déjà en train de financer le transport et l'énergie? Est-ce que cela entraîne une réduction sur le prix du kilowatt d'aujourd'hui? Parce que Eneo disait qu'il dépensait beaucoup d'argent dans le transport de l'énergie. Est-ce que parce que c'est plus eux qui transportent, on peut avoir droit à 1 kilowatt d'électricité qui coûte moins cher parce que c'est avec notre argent que désormais on va transporter? Il faudrait qu'on nous explique ces mécanismes-là. Et malheureusement, je suis économiste lorsqu'il faut que je compte l'argent qui m'appartient et non l'argent qui appartient aux contribuables. Fort heureusement, nous avons un économiste sur le plateau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur Biada? La loi numéro 2011-022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun
prévoyait, parce que cette loi est passée, prévoyait en quelques-unes de ses dispositions utiles et pertinentes la création, la mise en place d'une structure chargée du transport et de la gestion du réseau énergie électrique ici. Et à titre de rappel, toujours le ministre de l'énergie et de l'eau, son Excellence, M. Atanganakuna, a été interpellé au Sénat. A été interpellé au Sénat. Bon, nous sommes en train de parler de la Sonatrel. Nous revenons. Excellence ou pas excellence, c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Alors, il a été interpellé, dis-je, par les sénateurs lors de la dernière session de juin-juillet, au Palais des Congrès, parce que c'était encore là le siège du Sénat. Et il a carrément révélé que le gouvernement était en passe de créer ce qu'il appelait à l'époque la GRT, la Générale de Réseau de Transport. Et c'est le président qui a défini le nom maintenant. Vous avez souligné le décret jeudi dernier, la Sonatrel, Société Nationale de Transport d'Électricité. Donc je me devais de rappeler d'abord cela, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait déjà été prévu par la loi. C'est en train d'être mis en œuvre. Vous vous rendrez à l'évidence que dans le secteur économique, on s'arrange toujours à distinguer les secteurs de production, de transport et de commercialisation. Vous verrez par exemple que tous ceux qui produisent par exemple la bière ou les boissons gazeuses ont créé des sociétés de distribution, des sociétés en nom collectif par exemple, chargées de commercialiser, de distribuer. Vous regardez même dans votre domaine, voilà, ça tombe très bien, je parle devant un expert, M. Denis Kwebo, que dans le domaine de l'audiovisuel, vous avez 3 secteurs également, 3 maillons. La production, le transport et la diffusion. Et quand on vient dans le domaine de l'électricité, c'est exactement ça qu'on est en train de faire, où on distingue les 3 maillons, la production, celui qui va gérer les barrages, le transport, celui qui va transporter donc le flux d'énergie produit, donc ça va être la Sonatrel, Société Nationale de Transport d'Électricité, et enfin maintenant la diffusion, la commercialisation en l'espèce qui pourrait être Eneo ou Actis. Et c'est là où je rejoins un peu M. Denis Kwebo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque fois, on a vu le cas aussi avec l'eau. C'est l'État qui va chercher les financements. C'est l'État qui planifie. C'est l'État qui trouve des sources, il faut capter de l'eau. C'est l'État qui construit l'infrastructure. C'est l'État qui construit les châteaux. Je m'appelle donc Camwater. Et il y a donc un monsieur qui s'assoit à la porte maintenant pour encaisser seulement. Je crois qu'à l'avenir, on devrait peut-être changer les choses telles que la société d'économie mixte soit celle-là qui va donc être chargée de produire. Et puis, ça sera donc la société d'État qui va se retrouver à la caisse pour pouvoir encaisser. Parce que c'est tout ce qu'il y a de plus facile que de rester maintenant au niveau de la porte et puis encaisser les revenus. C'est très facile. Donc, en l'espèce, l'État, les barrages, c'est l'État qui est allé chercher les financements auprès de l'AFD, auprès de la BAD. C'est encore l'État qui vient de mettre sur pied une société. À titre de rappel, c'est la loi de 99 qui le dit. 3 types de sociétés avaient été prévus dans cette loi-là. Vous avez les sociétés à capitaux publics. C'est exactement le cas de la Sonatrel qui va naître là. C'est exactement le cas du Madjeni, par exemple. On peut citer plein d'autres. Donc, c'est des structures qui appartiennent uniquement à l'État. Vous avez également des sociétés à capitaux. On appelle ça les sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire un peu d'État, un peu du privé ou de l'étranger. Et enfin, vous aviez maintenant les établissements publics administratifs que nous connaissons, les agences notamment. Alors, en l'espèce, de mon point de vue, je crois qu'à l'avenir, il va falloir que l'État puisse vraiment être celui-là qui se retrouve à la porte. L'État va dire, la production, c'est moi. Et puis, la distribution, je vois rapidement l'encaissement. Donc, je reste à la porte pour encaisser. On met sur pied une société d'économie qui sera chargée donc d'assurer le transport. Et cela va être d'autant plus détestable ou alors difficile d'admettre que la Société nationale de transport d'énergie électrique qui va être chargée de transporter ce flux parce que c'est déjà les stocks. Si ça n'arrive pas au niveau où se trouve à la porte, au guichet où se trouve Actis, Actis n'encaissera pas de l'argent, que l'État dise qu'on ne va rien demander à Actis. Non, non, l'État devra pouvoir demander quelque chose. Et d'autre part, je crois que ça va en partie résoudre un problème parce qu'en fait, si vous regardez la structure des coûts de Eneo, les pertes techniques avoisinaient les 40%. Les pertes sur les lignes de transport, 20%. Vous voyez très bien que si on met une structure en place maintenant, en charge de s'occuper uniquement de ces questions-là, on est tenté d'espérer que l'énergie, la capacité installée va être, je prends le cas des DA 256, son loulou 396, l'ACDO 270. Vous voyez que ça fait beaucoup. Ça, c'est la capacité installée. Mais si vous perdez tout maintenant dans le transport, il vient que, pour expliquer les choses extrêmement simplement,
Regardez Mekin. Mekin, c'est quelques watts. Regardez Niabizan, Mevele, c'est également quelques watts. Vous comprenez très bien que ce que nous aurons perdu en une année correspondra exactement à la production de toutes ces structures pour lesquelles l'État a levé beaucoup de financement pour pouvoir construire ces barrages. Donc, de mon point de vue, cette Société nationale de transport d'électricité était la bienvenue, ce d'autant plus que ça avait d'ailleurs été prévu par la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi de 2011, du 14 décembre 2011, régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. Je crois que dans la suite des échanges, on apportera encore d'autres arguments. Je vous ai vu sourire, Anissé Ekane. Ça ne change pas grand-chose de votre point de vue. Ce qui m'amuse, c'est que M. Mbianda a fait tout un développement sur son excellence. Et il arrive à la conclusion que cette excellence et ses pairs ont mis du désordre dans la production d'énergie. Tout au début, lorsqu'il a fallu confier l'électricité aux sociétés privées, collecteurs de francs CFA, nous avons dit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comment peut-on parler d'excellence avec des gens qui sabotent ce pays-ci? Dès le départ, nous avons dit que l'État va mettre de l'argent pour financer et faire gagner beaucoup d'argent aux sociétés de fermage, comme on disait. Parce qu'elles vont contrôler tout le processus. Il n'y aura pas moyen d'y voir clair. Ça fait plus de 11 ans qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des problèmes de délestage, de coupure d'électricité, etc. Maintenant, on découvre que ce problème aurait été résolu si l'État n'avait pas nationalisé, mais c'est le cas, l'électricité, ou tout au moins, si c'était arrangé à ce que la partie consacrée à l'évaluation et à l'évaluation du prix du coût de l'électricité reste entre les mains de l'État. On a donné la possibilité à Elsonel et maintenant à Actis de faire en sorte que maintenant l'État va leur fournir de la matière première bon marché et ils vont la vendre comme ils veulent. Puisqu'il n'est pas prévu maintenant que, puisqu'on va créer une société d'État, il y a une réévaluation des prix. Ça devait être automatique. Avec la création de ces sociétés, on devrait dire que, bon, donc on va réévaluer le prix du coût de l'énergie parce que maintenant, ils ne font plus de transport en remarquant que ces sociétés disaient que le coût de l'électricité est important parce qu'il y a des pertes techniques dans la distribution, dans le transport. Maintenant qu'on a enlevé tout ça, ce goulet, ce goulot d'étranglement, alors comment les Camerounais vont-ils payer le prix de l'électricité? C'est la question fondamentale qu'il faut poser aujourd'hui. Justement, ici, Bessala, est-ce que le Camerounais qui nous regarde peut s'attendre à recevoir des factures moins lourdes, vu que le transport ne sera plus imputé dans ces factures? Excusez-moi, je ne suis pas là pour faire la campagne électorale, pour faire le populisme, pour que les gens viennent me voter en disant ça y est, l'électricité va coûter moins cher. Il y en a qui ont pour posture cela, et tant mieux dans le débat et dans la... Vous répondez aux questions. C'est que je veux répondre en disant que nous sommes d'abord ici pour apprécier à la question... Mais pas c'est l'appréciation. Non, mais il a créé sa piste. Moi, je ne peux pas rentrer dans sa piste. Ça, c'est impossible. J'ai dit que qui fait quoi, maintenant, on sait. Oui, mais il faut d'abord, non, il faut d'abord. Quelles sont les conséquences de ce qu'on sait? Il faut donc d'abord apprécier ça. Mais lorsque, ça y est, on a non, qui a entre Kwebo et Anissé Ekane, même le docteur a fait semblant d'apprécier. C'est normal que le Camerounais qui nous regarde se demande qu'est-ce qu'il gagne. Pour ces Camerounais là, je vous dis que apprécions d'abord cette système qu'on sait maintenant qui fait quoi. À partir de ce moment, il faut mettre le système vraiment en place. Il a dit tout à l'heure que des fois, on peut voter, on peut créer une loi, on attend 6 mois, 1 an pour l'appliquer. Maintenant, avant même qu'on commence l'application de loi, maintenant on pousse des cris, des hiboux que ça ne va pas maman. C'est là où je brise. Je dis que nous sommes ici d'abord pour dire aux téléspectateurs que désormais on sait qui fait quoi dans cette fonction d'électricité, la production, le transfert et la distribution. Dès que donc vous aviez installé le flou avant. Puisque désormais on sait qui fait quoi.
moi je dois dire, puisque tu aimes tout le temps la polémique, d'ailleurs c'est ta profession, moi à ta place, si j'étais militant du Manidem, j'allais me servir de ça pour bâtir un bon programme de campagne pour dire nous disons toujours la vérité. Mais il faut bâtir ça sérieusement pour que ça se transforme en projet politique. Mais si ce n'est qu'un projet de populisme, ça ne peut pas marcher. Moi, à ta place, le Manidem doit donc se baser, il nous montre comment il y a 3 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on l'a dit. Non, non, attends, c'est ce que je te donne des conseils. Mais là où tu es en train de gâter ce que tu as fait il y a 10 ans, tu amènes toujours l'esprit purement et simplement de contestateur qui n'a pas besoin de gérer. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que le Camerounais qui nous regarde peut attendre de cette nouvelle société? De toute façon, tout à l'heure, on a dit que nous avons été victimes d'une panne d'électricité, d'une coupure. Moi, je souhaite que tout le temps, quand on est en émission comme ça, que ça se coupe. Et que ça se coupe aussi dans les rédactions, puisque les journalistes sont les principaux soutiens de ceux qui détournent l'argent là-bas avec les Britanniques. Oui. Hors sujet. Oui, je dis que c'est un grand marché de corruption. Et c'est bien qu'on coupe le courant tout le temps pour que les Camerounais, parce que moi, je ne voudrais pas qu'il y ait une passe d'avant entre Nsekane et ce qui est quand même un opérateur économique. Donc lorsque le problème énergétique touche tout le monde au même degré, s'il y en a qui font la promotion de l'importation des générateurs, c'est seulement par ignorance, parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, on disait que vous avez, il y a de cela quelques années, moi je suis un ancien étudiant d'histoire, donc je me souviens toujours de tout ce qui a été dit, surtout quand c'est des mensonges qui avaient été dit. On a appris ici, même sur ce plateau même, que des Britanniques avaient venu avec beaucoup d'argent pour investir dans le secteur. L'électricité, oui. Aujourd'hui, les Camerounais qui nous regardent sont en train d'apprendre que les grands investisseurs là sont venus seulement installer des personnes au guichet pour encaisser l'argent. C'est ce qu'on dit. Donc depuis la personne nous dit que voilà, Actis va construire tel barrage. Depuis qu'on construit le barrage, nous on sait que c'est l'État du Cameroun avec les bailleurs de fonds étrangers. Maintenant, on a créé la Société nationale de transport d'électricité. C'est l'État du Cameroun qui va mettre l'argent pour transporter. Il y a une seule personne qui ne va rien faire en dehors d'encaisser l'argent. Cette personne-là, c'est, on appelle ça Eneo. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, comme je reste fidèle à mon idée de départ, que Eneo est un paravent entre les mains de personnes que tout le monde connaît ici au Cameroun, y compris les Beskinais qui sont là, ils connaissent qui est là derrière, et que tout l'argent qui est encaissé comme ça là est réparti dans un système que tout le monde connaît aussi, mais personne ne veut dire. Si ce n'était pas ce système-là, personne ne peut produire une marchandise. Personne ne peut prendre la marchandise et aller au marché, chercher un voyou, le mettre là, dire que quand on vient, on paye chez toi. Tu décides de ce que tu fais. C'est que tu es un bandit toi-même. Donc c'est ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on aille beaucoup chercher. On n'a pas besoin d'expertise pour parler de cette affaire d'électricité. Seulement, ça ne va pas passer comme ça. Donc si aujourd'hui, c'est nous qui produisons, parce que si, bon, je sais que bien ne va pas rembourser, mais ses enfants et les nôtres, nous tous, nous sommes les Camerounais, on va rembourser demain. Nos enfants vont rembourser. Nous allons investir encore de l'argent pour transporter l'énergie. C'est de l'argent qu'il faudra rembourser. Il faut qu'on aille donc sur la place du marché qui consiste à vendre l'énergie, discuter de cela avec ce qu'on appelle les néos. Et dire aux Camerounais qu'en réalité, ces gens n'avaient jamais été des spécialistes en matière d'énergie électrique. Sinon, ils ne se retrouveraient pas à la fin du process qui collectent seulement l'argent. Or, personne n'a besoin d'expertise pour être caissier. N'importe qui peut être caissier, surtout quand on est un bandit. Il faut qu'aujourd'hui, on remette cette question sur la table. De toute façon, j'ai toujours avisé qu'en matière de fonds publics, il y a beaucoup de gens qui sont en prison pour avoir tenté de détourner les deniers publics. Et les gens qui ont effectivement détourné les deniers publics, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui ou demain, ils iront en prison. Il faut que cet argent-là, l'argent de l'électricité qui est vendu, soit au moins à 90% notre argent. C'est nous qui produisons l'énergie, c'est nous qui la transportons. L'autre personne fait le bout du boulot qui est de 20%. Il faut que la personne n'ait au maximum que 20% du prix. C'est ça les banques qui font l'inflation sur le prix de revient sur le marché, alors qu'en réalité, ils ont payé en monnaie de singe aux vrais producteurs qui sont l'État du Cameroun. Il faut que maintenant, les gens oublient qu'il s'agit d'une affaire. Je suis très content d'être à côté de Aïssi Bessel qui, de temps en temps, sort de sa casquette d'homme politique pour voir les choses de façon objective. Nous, il faut qu'on puisse savoir que quand on parle de l'argent de l'État du Cameroun, c'est l'argent de tout le monde. Nous sommes
comptable de cet argent-là. Et personne ne devait poser des actes tels que le peuple devait être spolié en dernier ressort. C'est une bonne décision qui a été prise par le chef de l'État. Même si on lui a forcé la main, il faut qu'on reconnaisse que c'est une bonne décision de créer cette société-là. Ce qu'on fait, la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est de dire que, OK, puisque Eneo avait dit à tout le monde que vraiment si le prix actuel est pratiqué sur le marché, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on dépense dans le transport, il faut qu'on compense de façon conséquente et subséquente l'État du Cameroun qui va prendre en main ce volet du transport. Ça, je crois que c'est une chose évidente, ce n'est pas une affaire de querelle politicien, c'est tout à fait normal que, parce que nous avons transporté, qu'on ait droit à quelque chose, au moins à plus que ce que Eneo, qui ne fait aucun boulot, perçoit. Justement, Actis, à son arrivée, avait fait beaucoup de promesses, on se souvient, mais aujourd'hui, on parle de près de 9000 poteaux défectueux. C'est grave. 400 000 poteaux à remplacer. Non, disons que Actis, là, est héritière d'une situation qu'elle a retrouvée. Et vous avez évoqué le problème tout à l'heure. Il faudrait que je rectifie un peu. Ne donnons pas comme l'impression que Actis va simplement encaisser de l'argent. L'actionnariat de AES Sonel à l'époque, nous sommes en juillet 2001, était tel que AES empochait 56% des actions et la convention qui lui donnait donc les 56% l'obligeait à retrocéder 5% au personnel et l'État restait donc avec 44%. Donc ça veut dire que même si on fait rentrer beaucoup d'argent à Sonel pour partager en fin d'année lorsque vous prenez le bilan, le résultat net va être partagé en termes de dividendes. Il y a une partie qui va aller au partage en dividendes, l'autre maintenant pourrait être mise en réserve pour augmenter le capital ou la capacité d'autofinancement de l'entreprise. En termes simples, ça veut dire que même l'État aura encaissé 44% de ce que AES aura en définitive dans son bilan au niveau de la dernière ligne. Je devais le dire. Mais lorsqu'il est question de la distribution également, notons que la Sonatrel va transporter via la très haute tension. Il y a la moyenne tension et la basse tension maintenant qui devrait être mise en place par le distributeur. Vous allez distribuer comment? L'énergie électrique, ce n'est pas de l'eau telle que vous porteriez. Même si c'était de l'eau, il faut une canalisation, un système de tuyauterie à mettre en place pour pouvoir vendre cela. Donc, ces poteaux-là, dont la basse tension va être gérée par le vendeur, in fine. Et vous faites bien de poser la question. Aujourd'hui, maintenant, Actis va se consacrer à développer son réseau de distribution à travers les poteaux qu'on explique à la maison pour que les gens comprennent bien. Le gros courant noir qui passe devant nos maisons, là, ça, c'est Actis qui devrait mettre ça en place. Les 3 petits fils qui passent également avec un transformateur, la moyenne tension, ça, c'est Actis qui devrait gérer cela. Mais c'est lorsque vous sortez d'ici, le doigt là, vous êtes à Yasso, vous vous voyez de très longs fils qui passent en route là. Là, ça sera l'œuvre de Sonatrel. C'est Sonatrel qui aura donc à investir de ce côté-là. Donc, vous faites bien de poser la question. Actis, maintenant, ayant été déchargé du processus de prélever l'énergie produite au niveau du barrage d'Edea, de Sonloulou ou de Lagdo, je reste tellement Sonloulou et Edea, qu'on appelle le réseau interconnecté sud. Le rôle maintenant d'Actis sera de développer son réseau de distribution de cette énergie-là, bien plus. On devrait quand même dire, parce que le président Ekane Anissé a dit tout à l'heure que bon, on attend souvent assez de temps pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de projet. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. La caisse de dépôt et de consignation a été créée en 2011. Nous sommes rendus en 2015. On n'a pas mis sur pied les organes de gestion, notamment l'Assemblée générale, le conseil d'administration et la direction générale. Donc, c'est une invite également. Et bien plus, je peux me rassurer ou alors me réjouir de ce que le président peut le faire lorsqu'il le veut. Nous sommes en 2011. Ça crie, je vais expliquer quelque chose. Nous sommes en 2011, ça crie de toutes parts qu'il faut absolument que la diaspora vote. Il y a une loi qui va à l'Assemblée nationale. Au mois d'août, le chef de l'État promulgue cette loi. Et puis nous sommes en octobre 2011, la diaspora a eu à voter. Vous voyez donc que le président peut imprimer la célérité nécessaire lorsqu'il la veut. De mon point de vue, et c'est notre souhait également, il faudrait que les organes de gestion de cette Sonatrel naissante puissent rapidement être mis en place. doit avoir des soucis, hein, parce qu'il y a des remplaçants qui sont en embuscade. Monsieur Ekane, on ne parle pas d'Issatiro Babakari. Non, parce que moi, je suis quand même sidéré de constater cet équilibrisme de M. Mbianda. Voyez, vous dites que... Non, Actis est héritière de AES Sonel. AES Sonel, c'est la même chose.
héritière d'Astonel. Vous allez dans un restaurant repris par quelqu'un. Vous trouvez des cafards. Et le restaurateur qui vient de reprendre vous dit que mais non, mais c'est comme ça que j'ai pris le restaurant. Ça n'a pas de sens. Si vous prenez un restaurant, une entreprise en tout état, en connaissance de cause, vous n'allez pas, lorsque la situation se détériore, vous dire que mais non, moi j'ai hérité d'une affaire foutue. Pourquoi vous avez mis votre hôtel là-dedans? Donc, ce n'est pas des arguments, vraiment, en disant qu'ils ont trouvé cette situation. Ils la connaissaient, ils ont calculé entre griffes le prix de cession en fonction de tout cela. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous amener cet argument. La deuxième chose, c'est que vous parlez de l'accélération des processus. Vous prenez un mauvais exemple, le vote de la diaspora, et un bon exemple, la caisse de dépôt. L'exception ne peut pas être la règle. La règle dans ce pays, c'est qu'il faut 10 ans pour mettre en application des lois. C'est la règle. Il faut donc partir de ce constat qu'on est parti encore pour 10 ans. Lorsqu'il y a plus de 10 ans, et je m'adresse, monsieur, ici, nous disions que le problème de l'énergie, de l'eau, etc., doit rester au moins dans un contrôle largement majoritaire entre les mains de l'État. On disait non, voilà, les communistes qui racontent des histoires. On est 12 ans, 13 ans plus tard, on revient l'État reprend le dessus. Au point de départ. Il faut au moins avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a quand même des partis dans ce pays qui ont une vision au-delà des intérêts matériels immédiats des bandits de la République. Monsieur Aïssi Bessala, quels devront être les premiers chantiers de la Sonatrel, une fois bien sûr que l'équipe managériale sera enfin mise sur pied? Non, je pense que ce qui me différencie dans ces débats fondamentalement avec Anissé et Kane, c'est qu'il demeure un militant de l'extrême gauche et qui ne tient pas compte de la réalité. Non, c'est sérieux. Le Cameroun, la réalité, c'est le pourrissement du régime. C'est la réalité. Le Cameroun n'est pas isolé dans le monde. Le Cameroun fait partie de l'ensemble du monde. Du village planétaire. Ce qui signifie que lorsque le courant général dans le monde voudrait que les États, il n'y a pas que le Cameroun, se retirent des affaires, ce n'est pas... C'est pas vrai, monsieur Aïssi. Prenez l'exemple du pays où vous avez vécu en France. Monsieur Ekanev, c'est pas vrai. Monsieur Ekanev, on le laisse terminer, merci. Non, peu importe. Moi, c'est Bessala. peut-être vous qui ne nous connaissez pas. Il peut faire ça, ça ne changerait pas. Allez-y, monsieur Bessala. Non, je voudrais dire pas un combat de coq. Je voudrais dire que le Cameroun, je pense, les pouvoirs publics du Cameroun prennent certaines décisions par rapport à l'ambiance de Sauf que là, vous ne répondez pas encore à ma question. Quels devront être les premiers chantiers de la Sonatrel une fois que l'équipe managériale sera mise sur pied? J'ai lu dans le texte, on a créé des structures, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, la direction générale, et il faut déjà que ces éléments-là, dirigeants, soient mis en place. En ce moment-là, à la limite, les débats que nous faisons, c'est éventuellement, comme l'a dit Anissé, pour que les futurs dirigeants s'en inspirent pour essayer de faire quelque chose. Mais nous ne savons pas exactement quel est l'état de la situation. Par exemple, le docteur parlait là... On peut évaluer quand même. Non, il peut aller, parce que moi j'ai lu un peu le texte comme un citoyen entre les lambda. câbles qui pendouillent ici et là... Non, ça c'est Ineo, il a dit, il va rectifier, mais la société de transport va transporter la haute tension de la production de l'électricité dans les barrages hydroélectriques, va transporter l'électricité chez les gens qui produisent avec le gaz. Et il y a plusieurs sortes, il y a même plusieurs types de barrages, on a énuméré. Il y aura donc une structure qui s'appelle Sonatrel qui va transporter. Ça a un coût, ça demande une gestion. Et ça peut avoir des conséquences financières. On espère. Si, les Camerounais. On revient tout à l'heure. Le texte prévoit comment ce flux financier doit être géré. Le docteur peut bien nous expliquer, mais ce n'est pas à nous à dire que ça y est, on va vous baisser l'électricité. Parce que la création même de cette société de transport a un coût
Mais si ça n'a pas d'impact sur la vie du citoyen moyen qui nous Non, ça regarde, à quoi n'impacte pas sert tout de finalement? suite. Ça impacte. Comment vous voulez que je sois un prêcheur des illusions? On ne peut pas dire demain on va baisser. Il faut d'abord que cette structure soit en place, regarde comment c'est et voit quelles sont effectivement les rentrées des sous. Quelle est la partie qui doit aller pour diminuer le prix de consommation? Moi, je suis consommateur. Ça m'arrangerait que je paye moins cher. Mais je ne peux pas m'engager dans l'illusion que dès qu'on crée, c'est fini. C'est le grand soir, tout va se régler comme ça. Du moins, c'est ce qu'on espère. Je veux dire que il y a une volonté de mal faire dans l'esprit du Camerounais, dans l'esprit de ceux qui dirigent. Et ils sont engagés avec le président et les autres dans une vaste campagne de détournement des deniers publics. Je vais vous expliquer chiffre à la pluie. Je dis que je ne suis pas économiste, mais tout le monde sait compter l'argent du Sénégal. Aujourd'hui, au Cameroun, on a des pertes en transport de près de 40%. 40%. Ça veut dire qu'il y a au moins 400 mégawatts d'électricité perdus, comme ça, sur les lignes de transport. Si on ne les perd plus, Si vous prenez, on vient de faire des barrages pour plus de 1000 milliards de francs CFA. Et les 1000 milliards de francs CFA investis dans le barrage ne donnent pas 400 mégawatts. McKinsey, c'est 100 milliards pour 30 mégawatts. 100 milliards. Si l'État avait investi 100 milliards dans le transport, on aurait récupéré au moins 150 mégawatts sur les 400 perdus. L'État n'est pas fou, ce n'est pas des gens fous. Ce sont les gens qui ont été formés, qui ont été devant les plus gros ordinateurs pour devenir bandits. Je dis ces gens qui sont le gouvernement. En réalité, leur intelligence et leur banditisme, c'est une somme d'ignorance. Parce qu'il ne sert à rien de procéder de la sorte. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a accéléré les éléphants blancs, tous ces éléphants blancs, barrage? C'est parce qu'on veut prendre un peu. On fait un barrage à 200 milliards. En réalité, avec 50 milliards, on aurait pu faire autre chose que ce barrage-là. Donc, si on crée une société de transport aujourd'hui, après avoir mis tout l'argent des bailleurs de fonds, parce qu'il faudra rembourser, et c'est que tous ces rats qui volent l'argent du pays oublient de temps en temps que c'est de l'argent à rembourser. Vous savez, quand Vous pensez qu'ils oublient Denis Kobo? Mais si vous n'oubliez pas, comment est-ce que vous pouvez investir 1000 milliards pour produire moins de 300 mégawatts d'électricité qu'on va recevoir dans les foyers? Alors qu'avec seulement 300 milliards, vous aurez pu récupérer sur les pertes. C'est parce que on dit chez nous que quand le sol est percé, vous faites des tours à la rivière, vous êtes dingue complètement en allant à la rivière avec un sol qui est percé. Ou alors, si vous êtes plus magicien, vous allez puiser de l'eau avec le panier. Et vous croyez compter le nombre de tours que vous avez fait à la rivière. C'est exactement ce que le gouvernement fait. Et ce gouvernement-là, c'est un gouvernement des gens hyper intelligents, mais hyper intelligents dans le banditisme et le vol collectif. C'est tout. Sinon, même si vous prenez un enfant du quartier à Nubel, il saura que on ne peut pas laisser perdre autant d'énergie dans le transport et prendre des milliards pour aller investir dans la production de l'énergie qui est automatiquement perdue sur les réseaux de transport. Et 15 ans après, le grand président national de son BIC, qui ne vient pas d'acheter, il signe un décret qui crée la Société nationale de transport. Il aurait pu faire ça il y a 10 ans. Rapidement, monsieur Bessala, parce que voilà, le temps commence à nous tenir à la gorge. Rapidement. Non, ce que dit Kobo a une faiblesse. Quand tout le monde regarde la mise en eau des barrages qu'on a vus récemment. Quel barrage? Il n'y a aucun barrage qu'on a mis en eau. C'est pour produire de l'eau. Ce n'est pas le barrage qui produit. On ne produit aucune énergie. Et pourquoi on n'a pas c'est pas des barrages. Non, je voulais dire que oui, on sent quand même un barrage d'escrocs. Ce n'est pas ce qu'on appelle barrage. Moi, je vois oui, qui donne de l'eau. Ça donne pas de je vois des éclaircies dans la forêt. Ça donne combien de mégawatts? L'autre Paga donne combien de mégawatts? Il y a des gens qui travaillent là maintenant. Oui. On va aménager des routes pour y aller. On a même construit des logements pour que les ouvriers. Est-ce qu'on transporte le développement? Ce n'est pas ce que le développement, c'est ça. C'est-à-dire, on monte un ouvrage à gauche, à droite, à l'est, au nord, au sud. Un beau jour, ça va faire le développement. En fait, vous êtes plein d'espoir. Oui. Alors, je dis un mot là-dessus, je on veut réguler les débits. on n'a plus suffisamment de temps. Alors, on espère que la Sonatrach viendra résoudre. On espère, hein, les soucis d'électricité au Cameroun. Transition et on passe à autre chose. Ils n'ont pas ouvert tout le plan pendant. Le peuple est là.
La France se dit prête à rediscuter des termes de l'accord de coopération monétaire qui lie les pays de la zone franc, 15 pays, à elle, 15 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Cameroun et j'en passe. Une position de la France qui relance les débats sur le franc CFA créé en décembre 1945 par le général de Gaulle. Je veux qu'on commence par là. Qu'est-ce que ça implique, docteur Biada, qu'on rediscute de ces accords monétaires? Qu'est-ce que ça implique? Je fais un petit rappel. Là, nous sommes là en matière de gestion publique. Et en la matière, spécialement pour ce qui est des politiques publiques, la politique économique a deux piliers. Le premier pilier, c'est la politique budgétaire. Le deuxième, maintenant, c'est la politique monétaire. Si vous ne pouvez donc pas gérer sur la monnaie, vous ne pouvez pas appuyer sur la planche à billets, il ne vous reste plus que à faire face à une politique économique unijambiste, comme c'est le cas pour les États de l'Afrique, les États de la zone franc. Donc, on ne joue que sur la politique budgétaire qui nous permet de lever les impôts, droits et taxes pour faire face aux charges publiques en termes de fourniture d'eau, plateaux techniques de santé, les infrastructures de transport, les écoles, l'enseignement supérieur, la recherche d'innovation. Pour en venir donc à votre question, rediscuter les conditions, je crois qu'il est temps, parce que ça crie déjà un peu partout, tel que ça avait été conçu au début. Ne perdons pas de vue, et vous faites bien de dire que c'est en décembre 1945 qu'on va créer ça. C'est en 1939 plutôt. Mais il y a la Deuxième Guerre mondiale qui intervient. Il est question donc d'appeler au secours tous ceux qui sont dans la colonie pour venir au secours de la métropole. Évouter l'Allemagne hors de la France. Et c'est en 1945 donc, que la monnaie sort des fonds baptismaux, commence à utiliser en 1947. Jusque-là, aucun État africain n'est indépendant. Donc ici, c'est la France. La preuve, c'était les gouverneurs français qui géraient ici. Félix Eboué, par exemple, était gouverneur français qui était au Tchad, qui gérait là-bas. Pierre Mesmer, il y a des gens qui les ont connus, les hauts commissaires. Donc ce n'était pas encore le Cameroun à proprement parler, c'est-à-dire le Cameroun ne jouissait pas encore d'une souveraineté qui lui aurait permis, par exemple, d'actionner sur ce levier que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un levier de souveraineté. La monnaie, à titre de rappel, tous les États qu'on présente comme émergents aujourd'hui ont leur propre monnaie. Le BRICS, le Brésil a sa monnaie, la Russie sa monnaie, l'Inde sa monnaie, la Chine sa monnaie, et l'Afrique du Sud, le RAN, c'est sa propre monnaie également. Donc, rediscuter de ces conditions, pourquoi? Parce que tel que ça fonctionne aujourd'hui, c'est parti de 85% à 65%, et puis aujourd'hui on est à 50%. En termes simples, ça veut dire quoi? Lorsque vous cultivez votre café au village, vous êtes seul. Lorsqu'il est question maintenant d'utiliser les fongicides, les pesticides, les herbicides, vous restez toujours seul. Lorsque vous vendez maintenant à l'étranger, parce que la monnaie en international, la devise de transaction commerciale internationale, ce n'est pas le franc CFA, c'est le dollar par exemple qui a une contre-valeur. Valeur qui est l'euro. Cet argent maintenant va être prélevé à hauteur de 65, à l'époque 85%. C'est-à-dire si vous avez vendu à hauteur de 1 million de francs, on retient 850 000 francs qu'on ne déposait pas à la Banque centrale de France, mais plutôt au Trésor français. À titre de rappel, lorsque le Cameroun en juillet 2001 a vendu à la Sonel, à AS Sonel, le chèque de 50 milliards qui avait été établi par les Américains avait été libellé à l'ordre du Trésor public camerounais. Ça veut dire que l'argent de l'État se trouve au Trésor public. Donc, vous qui cultiviez votre café étant ici au Cameroun tout seul, personne ne vous a aidé. Lorsque vous vendez maintenant, l'État du Cameroun vend à l'étranger, il y avait 85% qui étaient prélevés là-dessus. Déposé au Trésor français, ça voulait dire que c'était l'argent du Trésor français. C'est-à-dire que les Français ne vous ont pas aidé à cultiver le café, à cultiver le coton, à cultiver le cacao, à extraire la mine du sous-sol. Lorsque vous vendez à l'étranger, maintenant, ils prélèvent 85%. Bien plus, les 15% restants. Lorsque vous tendez la main à demander, on vous dit qu'est-ce que vous voulez en faire? Je veux construire une école avec. On dit ok, calmez-vous, nous avons des spécialistes qui peuvent vous aider à construire l'école. Donc, ces gens viennent construire et c'est eux qui payent avec vos 15%. Les choses étaient donc telles que vous vendiez, l'argent partait et rien ne vous revenait. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites le tour des États africains, à un moment, vous avez comme l'impression que vous n'avez pas bougé. C'est parce que c'est les mêmes experts qui étaient au Cameroun, qui sont retrouvés au Tchad, qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Et je vais conclure là-dessus. Donc, aujourd'hui, on est descendu à 50%. Nos recettes d'exportation sont centralisées sur le compte d'opération et à 50%, et on nous renvoie les 50% restants. Donc, en discuter aujourd'hui, de mon point de vue, oui, ça vaut le coup, parce que nous aurons la possibilité maintenant, comme je l'ai dit, de retrouver le deuxième pilier de la politique économique
de l'État qui est la politique monétaire. Anissé Kane, est-ce que l'heure est à la renégociation de ces accords? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est extraordinaire avec le patriotisme, non, le patriotisme dans ce pays. Il a fallu que Moumou Sakaria Hollande vienne ici dire qu'il va ouvrir les archives et tout le monde dit que bon, il était temps. Maintenant, il a fallu que Sapin dise que on est ouvert à la négociation. CFA, c'est colonie française africaine. Oui, en 1960, c'est ce que ça veut dire. C'est colonie. Donc, on est encore en colonie française, alors qu'on n'était même pas de façon réglementaire une colonie. Non, je voulais dire que moi, je m'en fous de ce que Sapin pense. Nous voulons une rupture avec les colons. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 3 catégories de Camerounais, généralement dans cette affaire. Il y a les néocolonisés qui assument, les néocolonisés honteux, et puis les patriotes. Parce que quand j'entends le grand professeur Kamto, ignare en économie, qui disait il y a 2 mois que c'est dingue de poser le problème de la rupture avec le franc CFA, et qui découvre miracle il y a 1 mois que le franc CFA n'est pas compétitif. Une histoire dont les patriotes parlent depuis des décennies. Donc il a fallu aujourd'hui que ça paie. Ils disent qu'on est prêt à négocier. Ils ne disent pas on est prêt à envisager la rupture. Non. C'est comme l'esclave qui réclame sa liberté et son maître lui dit non, je veux voir si de temps en temps tu peux sortir. Non. Il n'y a pas à négocier. Il y a à faire la rupture avec la description que M. Mbianda a faite là. Montre bien qu'on est emprisonné par les Français. On est dans une cage de prisonniers avec des permissions de sortie pour pouvoir... Donc on est dans une situation extraordinaire qu'aujourd'hui c'est celui qui vole notre argent qui décide que maintenant je vais discuter du montant que je vais percevoir dans le vol. C'est extraordinaire. Délice que Anissé Kane parle d'une rupture avec les colons. On le sait, si le Cameroun le veut, il peut créer sa propre monnaie. Je fais bien sûr référence à l'accord Cameroun-France du 13 novembre 1960 signé à Yaoundé, dont l'article 2 stipule que la qualité d'État indépendant et souverain acquis par le Cameroun lui confère le droit de créer une monnaie nationale et un institut d'émission qui lui soit propre. Mais pensez-vous que le Cameroun soit prêt à avoir sa propre monnaie? Pensez-vous qu'on soit prêt à cette rupture dont parle Anissé Kane? Je suis très embarrassé depuis que j'entends parler de cette affaire. Bon, Anissé parle de 3 catégories de Camerounais. Je ne sais pas s'il y a même 3... C'est même pas 3 catégories en réalité. Et ce qui caractérise le gouvernement du Cameroun, au-delà de son incompétence, de son ignorance, c'est qu'il se réclame de la colonisation. Il se réclame même inconsciemment de la colonisation. Et la plupart des dirigeants de ce pays, à 97%, ce sont des gens qui ont étudié chez les colons. Et les enseignements qu'on leur dispensait étaient décidés par le 2e bureau français, service secret français. C'est eux qui disaient que bon, voici ce qu'on doit leur dire. Beaucoup, il y en a qui ont réussi par extraordinaire à s'émanciper de cela, mais les autres sont encore sous le coup. Donc c'est des victimes en réalité, c'est des victimes et qui collectivement sont considérés prisonniers. Elle s'est dit que c'est des prisonniers, ce n'est pas des prisonniers qu'on a attrapés, mais c'est des gens qui sont constitués eux-mêmes prisonniers. Si celui qui est au quartier veut peut-être chercher à comprendre cette affaire d'argent-là, on a dit à ceux qui sont là que vous avez votre porte-monnaie, vous mettez tout votre argent dedans, vous prenez au parti caché chez le plus grand bandit de la zone. C'est ce qu'on a dit en matière de francs, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Avec votre argent, ce n'est pas chez le voisin même. Et c'est le bandit notoirement connu. Si vous prenez les dirigeants de nos pays africains, il faut bien regarder les pays où il y a le franc CFA. C'est des pays qui ont une histoire commune et qui ont collectivement cette envie de demeurer sous la coupe des autres. Tous les présidents qui sont morts ici chez nous, ils avaient les comptes numérotés dans certains pays. Ceux qui sont en exercice ont les comptes numérotés, tous les ministres là. Il y a même des voleurs qu'on a, des voleurs qu'on a à 9e du gouvernement l'autre jour. Ils n'ont plus 1 franc de ce qu'ils ont pris. Ils ont pris ça, ils sont allés déposer dans les comptes là. Et dans ces comptes-là, c'est eux qui décident. Si vous voulez acheter la voiture, c'est eux qui vous donnent la voiture. La voiture là, on sait quand il y a la société qui livre la voiture. Donc vous n'avez plus jamais accès à votre argent. Donc le Cameroun aujourd'hui, alors, et je peux encore être cynique en disant que le gouvernement actuel n'est pas capable d'activer le levier qu'est la monnaie.
quand vous avez un régime qui est un régime de rente, quand vous avez un gouvernement qui est un régime qui est un gouvernement de rente, quand vous avez développé une économie de rente, on ne peut pas quand même vous permettre de penser à cela. C'est des Camerounais qui se sentent Camerounais et qui ne se sentent nullement français ou américains ou britanniques, qui vont demain prendre le pouvoir dans leur pays et en leur âme et conscience décider si c'est avec l'argent de l'autre qui vont fonctionner ou bien c'est avec leur argent. Ce n'est pas une affaire philosophique où on dit qu'on va sortir, on ne va pas sortir. Si quelqu'un qui est sérieux prend le pouvoir au Cameroun, au Congo, il ne peut plus utiliser le franc CFA. Il n'y a que les gens qui sont moulés dans le système du deuxième bureau français qui peuvent penser qu'on peut avoir une monnaie qui est CFA, on abrège. Sur tous les documents officiels, on met colonie française d'Afrique. C'est-à-dire que Biya et tous ces ministres ne savent pas qu'on n'est plus une colonie. On devait changer ça pour dire que État français, ou bien il faut État, pas colonie, on n'est plus des colonies françaises. Mais on continue à écrire ça. Même Aïssé Bessa, quand il écrit dans ses documents, il dit CFA. Mais il abrège pour que personne, mais ses enfants ne sachent pas que Aïssé Bessa, qu'est-ce qui fait finalement le problème avec le franc CFA? Est-ce que c'est le fait qu'il soit arrimé à l'euro? Est-ce que c'est le compte d'opération dans lequel on a l'obligation de reverser 50% de nos exportations? Est-ce que c'est la dénomination colonie française d'Afrique? Qu'est-ce qui fait problème avec le franc CFA? J'ai tendance à dire tout ça. Mais pour démêler, d'après moi, ce nœud, il faut trouver la réponse à ces deux questions. À quoi sert la monnaie? On va répondre que la monnaie sert à réguler les relations à l'intérieur des pays, entre des consommateurs d'un pays et entre d'autres pays dans le monde. Mais on pose la deuxième question, combien de pays compte l'ONU? Près de 200 pays. 194. Merci, docteur. Donc, ce n'est pas très loin de 200. Imaginez-vous que s'il y a 200 monnaies de ces pays-là, et chaque pays a au moins 10 millions ou 20 millions d'habitants. Ces 10 millions, 20 millions d'habitants vont entrer en contact avec les autres millions d'autres pays. Dans le commerce, ça va se payer comment? J'achète la peau de... Je vends la peau de vipère... je ne sais pas quoi, aux Américains, ils doivent me payer par quelle monnaie. C'est ça le problème. Donc, le problème de la monnaie, c'est un problème essentiellement technique. Et la politique s'y ajoute. Maintenant, si on met seulement la politique devant pour régler, il va se poser des problèmes techniques. Nous ne sommes pas à l'époque où on connaît ces difficultés. Ça a existé. Et la communauté internationale, en 1940, après la Deuxième Guerre mondiale, la communauté organisée a tenté de porter une réponse. Mais cette réponse-là, on n'a pas créé une monnaie unique. On a laissé plusieurs monnaies. Mais pour que ces monnaies-là aient des relations commerciales entre elles, il y a quelque chose qu'il faut, c'est la parité. Est-ce que... Le docteur va le dire. Est-ce que c'est lui qui a beaucoup d'or qui doit avoir tant d'argent? On ne peut pas dire que comme tu es un pays, tu fabriques ta monnaie, tu marques que le billet là c'est 1 million et tous les pays acceptent que c'est 1 million. Ce que font les populistes, je dois le dire autour de la table et ailleurs, dans les démagogues, ils croient qu'il y a des citoyens au Cameroun qui ont les moyens de dire que le Cameroun fabrique un papier qui est très bien fait. On dit que c'est 1 million, on va donner à chacun, ça va marcher. Non, il faut trouver des relations, l'équilibre au niveau international, parce qu'il existe un endroit où tous les pays parlent de la monnaie et ils s'accordent à dire que la monnaie de tel pays a même le pouvoir, compte tenu de sa production, d'avoir une monnaie. Et cette monnaie-là aura telle parité. La parité, c'est toujours les grosses monnaies, par exemple... le dollar, par exemple, le sterling, la monnaie des Américains. On ne peut pas tromper les Camerounais que ça peut passer autrement. Il faut donc rentrer dans ce cercle-là, amener des arguments techniques, économiques, qui peuvent dire que oui, le Cameroun peut avoir une monnaie, voici sa parité. C'est ça le problème. Donc en fait, rester dans le franc CFA, oui, parce que une monnaie unique. Oui. Parce que vous savez, quand c'est posé au problème de problème. l'indépendance dans notre pays, c'est le même discours. Vous n'êtes pas en mesure de vous diriger, les Africains peuvent être indépendants. C'est le même discours, monsieur Haïssi. C'est quand même extraordinaire en 2015 que vous pensiez que ce discours-là peut passer encore dans la tête des Camerounais. Que c'est un problème politique, monsieur Haïssi. Les problèmes
entre les nations, entre les hommes, sont d'abord des problèmes politiques. Vraiment. Alors, avant les années 60, on disait qu'on pouvait pas être indépendant. On est indépendant, M. Haïssi est d'accord et ravi d'avoir un drapeau. Ils ont marché contre le multipartisme. Voilà. Et on n'était pas prêt pour un multipartisme. C'est ma mère grâce à toi, par exemple. Oui, absolument. Non, tu me fais comme ça, il m'a coupé, madame. Absolument. Alors, quand même. Non, il faut... Non, je vous dis, hein, si vous n'arrêtez pas Anissé et Kane, il va croire que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Allez-y, Denis Kebo, rapidement. Le départ de ça ici. Tu vois, il prend la parole pour la troisième fois. Le débat est très... Je disais que c'est... Quand on veut parler du devenir de notre continent, de notre pays, on sent que j'ai parlé des gens qui sont encore touchés. On a gratté le cerveau. Pollué. En France, parce que M. Haïssi, c'est quelqu'un qui a étudié là-bas. Donc là-bas, on l'a touché. Et quand il parle, on sent qu'on l'a touché. Il y a les gens, les Aïdjo, et les gens d'Aïdjo et ceux qui ont suicidé étaient contre l'indépendance du Cameroun. Ils sont battus contre les nationalistes. En 90, lorsque les gens ont dit que non, la politique, ce n'est pas un parti unique, ils sont sortis dans la rue, ils voulaient couper les gens avec les machettes. Après, les chefs a appelé le décret quand ils pensent souvent. Aujourd'hui, on dit que le Cameroun, Haïssi Bessal a dit qu'il y a 194 pays et que si on ne peut pas avoir jusqu'à 194 monnaies. Non, j'ai dit qu'il faut une concertation. Je viens. Il n'y a aucune concertation à faire parce qu'en Afrique, le Cameroun et ses alliés sont les derniers à ne pas avoir la monnaie. Et quand on passe partout, on voit comment, si vous prenez Douala, il n'y a que les arbres en route. Personne ne cultive rien. Parce que si vous cultivez le cacao, les Blancs vont vous tromper. Si vous cultivez le cacao, les Blancs nous ont trompé avec le cacao. Mais derrière les arbres que tu vois, il y a des maisons. Non, pas des maisons, pas des maisons. J'ai dit qu'on ne veut pas, parce que les gens, on a découragé tous ceux qui travaillaient la terre. Ils ont travaillé le cacao dans le sud du Cameroun, on a travaillé à l'ouest, on a travaillé le café. Et puis, les gens qui sont vos alliés avec qui vous faites de la monnaie coloniale, ils ont détruit notre agriculture parce qu'on n'avait pas de monnaie, justement. Quand on a détruit, c'est parce qu'on ne peut pas activer ce levier qu'est la monnaie pour acheter, pour vendre et recevoir de l'argent, que tout ça est tombé en ruine. Donc, vous avez tous les pays à côté, Libéria, Sao Tomé et Principe, ils ont leur monnaie. Il n'y a que les gens qui sont restés sous le contrôle des services secrets français qui n'ont pas de monnaie. Et c'est là où il y a le CFA. Le Congo, de l'autre côté, là, a sa monnaie. Seulement que quand vous traversez le fleuve en 10 minutes, vous devez aller changer la monnaie là-bas dans la pirogue. Parce que vous êtes sorti du domaine français. Mais Denis Kebo, on a quand même des pays qui sont sortis et puis qui ont réintégré, comme le Mali. Le Mali, il est sorti en 1962 et puis en 1980. C'est une colonie française. Et leurs dirigeants ont été touchés dans leur cerveau par la France. Vous voyez, si vous avez suivi, moi j'ai regardé les réseaux sociaux. Si vous voyez comment les Camerounais sont en train de s'étriper sur une affaire, on vous dit que j'ai dit tout à l'heure que avoir notre compte d'opération en France, utiliser la monnaie coloniale, c'est comme si les gens ont, je ne veux pas utiliser le terme qui sont compliqués, vous allez ramasser tout l'argent qui est chez vous, vous mettez dans le porte-monnaie, vous fermez, vous partez déposer chez un voleur. C'est ce qu'on dit. Donc, tout notre argent, nous n'avons même pas de monnaie. Donc, on a quel argent alors? Ils peuvent décider, même pour aller, vous avez dit la dernière fois, ils ont inventé un nouveau billet de 2000 francs. Ils ont emballé avec le nylon. Ils nous ont annoncé qu'on va retirer les billets de 2000 francs de la circulation. Vous savez combien ça a coûté aux contribuables, les billets de 2000 francs qui vont ressortir de la circulation? C'est parce que tous ces gens sont des bandits. Et ça a été fabriqué où? C'est fabriqué où l'argent, les billets de 2000 francs ont été fabriqués où? On sait où ça a été fabriqué. Seulement l'irresponsabilité de nos dirigeants n'est pas de nature à aider même le courant d'opinion qui pense, je dis que tout le monde est d'accord. Si vous allez demander à Paul Biya, quand il a fait son jogging, est-ce qu'il faut lui dire oui, mais c'est le français, pas pour l'instant, il faut faire comme ça, vous n'avez pas changé le monde. Docteur la mondialisation. Docteur Biada, qu'est-ce qu'on perd à sortir justement de la zone franc? Qu'est-ce qu'on perd à sortir de là? Qu'est-ce qu'on perd à sortir de là? Avant de répondre à votre question, j'apporte quelques détails techniques. Alors, oui. Omer, ici, Bessala, si on a 194 États aux Nations Unies, ou bien 209 États à la FIFA, on n'aura pas besoin de 209 monnaies ou bien de 194 monnaies. Il y a ce qu'on appelle les zones monétaires. C'est ce que je prétends, docteur. Oui, c'est le cas, par exemple, ici. Monsieur le président Ekane Anissé peut être à UBA, à titre d'information. Hein. Il peut être à UBA, monsieur Kouebo Atlantique, et ils payent quelque chose, ils payent par le chèque, ils payent également quelque chose par le chèque de Atlantique, mais il se passe seulement qu'il y a ce qu'on appelle les places bancables, c'est-à-dire des
endroits bien précis où on a soit un bureau, soit une agence de la banque, de l'Institut d'émission, pour le cas du Cameroun. Qui s'accepte que tel fait partie de cette place. Chaque lundi, il faut le préciser. Chaque lundi avant 9h, les gens qui ont pris dans son chèque, ceux qui ont pris son chèque vont arriver là-bas pour pouvoir changer. C'est une sorte de clearing house. Ils s'acceptent, chaque membre remplit certaines conditionnalités. C'est ce qu'il faut dire. La BEAC aujourd'hui s'accepte, la BCAO accepte, sauf qu'on n'a pas utilisé la monnaie. Le docteur Biada avait la parole. Le docteur Biada avait la parole. Allez-y, docteur. Oui, je tiens à dire quelque chose. Le président Ekane m'a volé la vedette la dernière fois. Je suis ici comme expert et non comme un politicien. Et chaque fois qu'on me donne la parole, on me l'arrache et je l'utilise à peine. Merci, je continue. Donc, après cette mise au point sur la zone monétaire, j'ai envie à dire donc lorsqu'on a eu à centraliser tous nos recettes d'exportation selon la quotité que j'ai indiquée, 85%, 65%, 50% au compte d'opération, le texte qui créait ce compte disposait de ce que il pouvait contenir jusqu'à 3 000 milliards. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 12 000 milliards. Vous voyez très bien que si la France ne prélève que 1% de francs là-dessus, 1% de ce montant là-dessus, pour nous donner ça à titre de don ou de crédit, ce serait un peu comme si on prélevait encore notre propre monnaie pour nous louer ça. C'est pas comme si c'est ça. J'ai eu à faire face dans une coopérative de la place où j'ai demandé 800 000 francs par exemple. On a attendu d'encaisser 500 000 chez moi et on m'a dit qu'on devait conserver les 500 000 comme garantie et me donner 800 000 ensuite. Je leur ai dit que non. J'enseigne au moins ça. On appelle ça le cash call. Le principe du cash call fait que si je bénéficie d'un financement auprès de vous, une institution financière, je dois donner 10% du montant que je sollicite, tout simplement. Et quand je donne des 10%, on défalque donc sur ce qu'on va me donner en retour. Et puis, par la suite, maintenant, nos amis parvenaient pas à comprendre l'explication que je leur apportais. Donc, en l'espèce, de mon point de vue, sorti de la zone CFA immédiatement, ce serait comme si on vous annonce qu'il y a une banque qui a quelques problèmes, vous quittez rapidement sans aller demander ce que vous avez déposé dans cette banque. Il faut qu'on fasse d'abord le point. Le compte d'opération devrait contenir un montant plafond de 3 000 milliards. On met donc ça de côté. Les 9 000 milliards qui restent là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait combien chacun a déposé. Et puis, on repartage donc ça. Puisque c'est même des devises qu'on dépose là-bas, c'est l'indication que je dois donner. Ce n'est pas le franc CFA qu'on dépose là-bas. Donc, on nous donne donc ces devises-là. Et nous, ici en interne, je dois l'indiquer, la monnaie, s'il ne faut parler que sous le prisme de Jean-Baptiste, c'est plus tard qu'on a su que lui, il était un industriel. Pour lui, il dit que les biens s'échangent contre les biens. C'est parce que c'est l'industriel qui disait ça. La monnaie n'étant qu'un voile. Mais pour être plus sérieux, la monnaie, c'est un peu comme l'essence. C'est une ressource rare. Donc, si vous ne l'utilisez pas bien, il est de fortes chances que ça devienne plutôt un problème. Je m'explique autrement. Le Cameroun, on entend très facilement des gens dire que non, au Cameroun, ça marchait bien parce que nous étions 6 millions. Maintenant, nous sommes 22 millions, c'est pour ça que ça ne marche pas bien. La Chine, qui était à 1 milliard, regrette aujourd'hui d'avoir limité le nombre d'enfants à 1 enfant par foyer. Parce que là-bas, ils ont fini par comprendre que l'homme peut être une ressource qui permet de valoriser l'ensemble des ressources qu'on a. Donc, de mon point de vue, ne crions pas tout de suite, faisons venir la monnaie, parce que vous pouvez faire venir la monnaie. Et la gestion de la monnaie est inconséquente et ça vous pose plus de problèmes qu'autre chose. Ensuite, j'indique. Non, c'est en 1900. Monsieur Ekane, monsieur Ekane, on le laisse chuter. C'est ce que vous venez Monsieur de dire. Ekane, vous aurez la parole dans 1 minute. On le laisse chuter, puis. 1994, c'est mon professeur d'économie, d'histoire des faits économiques, qui est aujourd'hui conseiller spécial à la primature, qui m'a fait passer une communication qu'il était allé donner à la BEAC, sollicité par les membres de la BEAC, où le problème avait déjà été posé. Je dis 1994, ça fait 21 ans. Et c'est là où il a indiqué que non, en Afrique, à cette époque-là, il y avait déjà 29 États africains qui avaient leur propre monnaie. Et on se rend compte que tous ceux qui ont été dans la colonie anglo-saxonne, tous ces États-là ont leur propre monnaie, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Ils s'en sortent plutôt bien. Parce qu'il y a un problème. Ils ont eu la monnaie et ils savent gérer la monnaie. Donc, ça fait peut-être, je profite donc de ma présence ici pour redire encore mon plaidoyer. Il faut que nous continuions à produire. Nous sommes en 1980. En 2014, la Direction générale de douane a tenu une conférence de presse ici où il a laissé entendre que notre déficit commercial était culminé à 925 milliards de francs CFA pour l'exercice 2013. C'est énorme. Ça veut dire que quand nous ne vendons pas, quand nous ne produisons donc pas, si nous ne produisons pas, la monnaie va arriver et ne va pas changer grand-chose à notre sort. Merci, docteur. Mais c'est quand même extraordinaire. Depuis qu'on pose ce problème franc CFA, c'est la même réponse. Il ne faut pas sortir rapidement.
Mais moins rapidement, ça sera quand? En 2090. Vous pensez, Anissé Kane, que le Cameroun est prêt à sortir de la zone franc? Pas un problème. Et qu'on ne va pas faire comme le Cameroun. Mali, c'est-à-dire sortir, réintégrer? Nous parlons depuis d'un ensemble régional, d'une monnaie régionale, au moins sous-régionale. Mais cette sempiternelle réponse, il faut être indépendant. Non, c'est pas prêt. Il faut sortir du franc CFA. Non, on ne sort pas comme ça. Ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. 40 ans qu'on n'est pas prêt à accepter une rupture. Parce qu'il ne faut pas le faire rapidement. Mais depuis 40 ans, on n'est pas en mesure de réfléchir comment en sortir. C'est quand même extraordinaire. Comment peut-on imaginer le franc CFA est géré par des techniciens camerounais. La monnaie coloniale. Donc il n'y a pas de problème de compétence des économistes et financiers camerounais sur gérer une monnaie. C'est un problème politique. Non, encore je vais finir rapidement. Denis Kobo, il chute rapidement et puis vous avez la parole. Il chute rapidement. Il ne faut pas accorder une petite prime à ceux qui sont là. C'est un gouvernement d'irresponsable et d'incompétent. Moi, je suis parfaitement d'accord que si on sort de franc CFA avec le gouvernement actuel, tout le monde va mourir ici. Parce que les gens qui sont ici au gouvernement ne savent pas qu'il y a une valeur de travail qu'on associe à ce levier qu'on active à l'ICE. Donc, il ne suffit pas seulement de sortir du franc CFA pour que notre économie se trouve mieux. Mais moi, je pense que le problème d'abord, c'est celui du franc CFA, pas seulement celui de notre monnaie. C'est-à-dire, en attendant même, on aurait pu appeler cet argent-là autrement. On aurait pu appeler. En fait, vous rejoignez le docteur Biada là-dessus et Haïti Bessa là-dessus. Il a donné un avis, le docteur Biada donne un avis d'expert. Il n'est pas en train de dire que si on lui avait demandé de prendre la décision. Dans le contexte actuel, impossible, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'assumer. Si on lui demande de prendre la décision, ce n'est plus le contexte actuel. C'est-à-dire que le contexte a évolué. C'est en cela que c'est une décision politique. Mais tous les citoyens du Cameroun, je dis même Paul Biya, et ces ministres savent que nous sommes dans une mauvaise passe avec cette monnaie-là qui n'est pas notre monnaie. Nous sommes dans une mauvaise passe avec le compte spécial. Il n'y a personne qui en disconvient. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on devait rapidement, je dis bien préparer. Il n'est pas possible qu'on prenne un décret pour cette sortie-là. On devait rapidement préparer cette sortie. La première chose à faire, lorsqu'on n'a pas développé le secteur productif dans un pays, on ne doit même pas parler de monnaie. Quand vous n'avez pas produit quelque chose, vous voulez la monnaie pour faire quoi? La monnaie, c'est pour vendre. C'est pour les échanges. Et lorsque les échanges vous sont entièrement défavorables, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que même si vous avez votre monnaie, la situation économique ne va pas changer. La situation de légitimité va changer parce que vous avez votre monnaie aussi. Mais dans les échanges, vous allez souffrir parce que vous ne produisez pas. On a une bande de personnes. Vous voyez, au Cameroun, avant que vous vienne le gouvernement, tout le monde au Cameroun, même dans les rédactions, on n'écrivait plus les articles. On attendait le réaménagement gouvernement pour voir si le gouvernement, tout ça, si notre ami est devenu ministre, on va souvent aller chez le CHP. Au lieu d'aller chercher à produire la bougie, produire le savon, produire du plantain, produire de la patate au champ, tout le monde est assis en train d'attendre que la rente, avec le chef d'arrêt, on distribue l'argent. On ne distribue pas l'argent, on ne décrète pas l'argent. C'est pas un discours entre Anissé Kane et Denis Kobo. Non, c'est par rapport. Non, quand je dis que c'est politique, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les Camerounais demandaient l'indépendance, c'est la pression des Camerounais qui a obligé la France à accorder même cette indépendance à ceux qui étaient contre l'indépendance. De telle sorte que si la pression avait été d'une façon permanente sur ces gens-là, on aurait fait évoluer une situation. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça peine même pas plus les Africains aujourd'hui que demain. C'est la pression des patriotes et des peuples d'Afrique, ancienne colonie française, qui fait en sorte aujourd'hui qu'il ouvre ce pan du banditisme. Et il faut continuer la pression pour que le rapport de force oblige les Français, collecteurs de l'argent des Africains, à accepter la sortie ou l'évaluation d'une situation sur la sortie. C'est ça en cela que je dis que le problème est politique. Monsieur Il n'est pas sur le technique, on n'est pas prêt, comment on va gérer. Dans le contexte actuel, est-ce que le Cameroun est prêt à sortir de la zone franc? Je voudrais dire que je me suis évertué à mon petit niveau à démontrer que l'aspect de la possession d'une monnaie d'un pays, c'est technique
par rapport à l'environnement international. Parce que chaque pays ne peut pas dire je crée ma monnaie et tout le monde dit d'accord. Il y a quand même l'organisation internationale qui regarde ces choses. Plus populiste que vous, monsieur Haïssi, ça n'existe pas. Monsieur Ekane, monsieur Haïssi à la... Je voudrais donc dire que même après avoir défini ça, il reste à savoir qui gère la monnaie dans un pays. C'est les gens qui sont au pouvoir. Et dans ce cas, pourquoi ce débat? Est-ce que, comme dit Anissé Ekane, c'est pour faire pression sur les gens qui gèrent, qui sont au pouvoir au Cameroun pour qu'ils comprennent? Je crois que non. Le docteur l'a dit, ils connaissent très bien au niveau technique de barbiturement que je fais là, ils maîtrisent ça très bien. Donc le problème, c'est faire confiance aux gens qui gouvernent votre pays, parce que la monnaie, c'est comme l'armée. C'est entre Alors, leurs avec mains. ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est prêt à sortir de la zone franc? Avec d'autres pays africains. Monsieur Haïssi Bessala, on parle... Je voudrais dire que je suis sûr, parce que j'ai vu quelques articles dans Cameroun Tribune, il est possible que la négociation ait déjà été engagée entre les pays qui veulent avoir leur souveraineté monétaire. Négociation, mais pour aboutir sur quoi? Pour aboutir, soit la technique telle que montre le spécialiste, au lieu que ce soit 50%, ça peut aller à 25%, à 15%. Parce que, en 2015... non, madame, je veux conclure, je vous dis, malheureusement. C'est pas vrai, la sonnelle. Non, c'est bon, c'est le retour. Je voudrais dire que ceux qui ne disent pas, lorsqu'un pays souverainement crée sa monnaie, si cette monnaie-là n'est pas acceptée par la communauté internationale, ces citoyens ne peuvent pas utiliser cet argent dans leur échange avec d'autres citoyens d'autres pays. C'est pour cela que ce n'est pas totalement politique. C'est technique politique. Mais M. Haïssi Bessala, est-ce que plus d'une cinquantaine d'années après les indépendances, est-ce qu'on devrait encore être au niveau de rediscuter, renégocier ces accords? Tout à fait. Vous savez, le développement d'un être humain, d'un pays, c'est tout le temps. La République du Cameroun n'a que 60 ans. Vous trouvez qu'on est déjà au sommet de la maîtrise de tous les secteurs du développement économique de notre pays? Non. Anissé Ekane et Kwebo, ils reviennent avec le discours de 1955. Il faut démontrer qu'on a évolué, qu'on maîtrise. Ce n'est pas par la force que tu dis que je suis serein, je crée ma monnaie. Qui va accepter cette monnaie dans le monde? Mais c'est pas la force qu'on a qui est l'indépendance. Docteur Biada, finalement, ce serait quoi la solution? Parce que vous dites d'attendre. Les gens qui ont pris les armes ont échoué. Monsieur Haïssi Bessala, docteur Biada, ce serait quoi finalement la solution? Parce que vous dites attendre qu'on soit prêt, mais attendre jusqu'à quand? La solution ne serait pas de sortir dans l'immédiat. Je suis formel là-dessus. La solution serait donc de se préparer à quitter la zone. Premièrement, on rentre en négociation. Ben, ne perdez pas de vue le fait que la monnaie, c'est un instrument de domination aussi. Ne perdez pas de vue cela. C'est pour ça qu'au niveau international, la monnaie des échanges, c'est le dollar. Parce que les Américains dominent le monde. Avant que les Américains n'émergent, c'était la livre sterling qui était la monnaie de référence au niveau international. Donc quand vous débarquez là-bas, et je réponds à M. Haïssi Bessala, quand vous avez votre propre monnaie, il y a ce qu'on appelle en international la contre-valeur. Ça se négocie. On dira donc 1 franc français égale 50 francs CFA. Donc le franc qui va donc arriver là-bas, 1 franc français, ça va être, je crois, 0,2 Mais qui détermine cette contre-valeur? Ça se négocie. Non, ça se négocie entre les États. Ça fait plus de... Sur des bases économiques, ça se négocie sur les bases économiques. Mais ce n'est pas sur la base des puissances politiques. Monsieur Bessala. Non. Docteur Biada, vous continuez. Je continue, merci beaucoup. Non, il y a de la politique derrière ça aussi. Là, rien à faire. Il y a de la politique. Parce que c'est un instrument entre... Et M. Bessala a posé la question tout à l'heure. Qui gère la monnaie? C'est ceux qui ont pouvoir. La planche à billets, pour prendre le cas des Américains, nous sommes le 11 septembre 2001, lorsque le World Trade Center est attaqué, c'est le président américain qui va donner l'ordre au président de la Federal Reserve, c'est-à-dire leur institution d'émission, de sortir la planche à billets pour taillarder des dollars et se partager entre les 7 États les plus riches du monde, pour que le système ne s'effondre pas. Ne perdons pas ça de vue. On peut créer la monnaie ex nihilo, c'est ce que je viens de dire là. Donc, avoir notre propre monnaie nous permettra donc de pouvoir créer de la monnaie ex nihilo. Le deuxième pont sur le Vouri, ça fait 84 milliards hors taxe, puisque la TVA, ça va chercher à 110 milliards. Donc, si nous avons notre propre monnaie, madame, pour acheter le ciment à CIMAF, à Lafarge,
à Dangote, ça ne se passe pas en dollars, ça va être en monnaie locale. Donc, le président va donner l'ordre au président de la Banque centrale de taillarder 110 milliards. On donne donc là-bas, on a le ciment pour construire ce pont. Le troisième pont, on va le faire très facilement. Le quatrième pont, Lompangar, Mekin, Natigal, on pourra facilement faire cela. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tous les États dans le monde entier fonctionnent en déficit budgétaire. Et ce déficit est comblé par quoi? Est comblé par cette puissance-là, qu'est la maîtrise de la monnaie. J'agis là-dessus. Vous croyez qu'ailleurs, par exemple, lorsque les gens sont malades, ils vont à l'hôpital et ils sont soignés. Le déficit de la sécurité sociale en France est couvert par quoi? C'est couvert par le Trésor public. On actionne le levier de la politique économique que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle la monnaie. Donc la monnaie, c'est un puissant levier de développement. J'enchaîne. En l'espèce, donc, si vous avez donc de la monnaie qui est, j'indique encore, c'est un bien économique. Pour être caractérisé de bien économique, vous devez afficher 3 caractères: disponible, rare et utile à l'homme. Donc, si vous avez votre propre monnaie et c'est mal géré, ce n'est pas rare. Vous avez entendu que dans certains pays, les gens ont pris la brouette pour porter de l'argent et aller acheter un bout de pain, c'est parce que la monnaie n'était plus rare. Donc, nous souhaitons que, de ce point de vue, les Camerounais, d'abord, j'insiste là-dessus. Je prends le cas, par exemple, de tout ce que nous avons comme champs industriels ici. C'est les champs hérités de la colonisation. Or, les Camerounais mangent quoi? Le macabo, le manioc, l'igname, les pommes de terre. Il n'y a pas de champ industriel de toutes ces spéculations que je viens d'indiquer. Donc, si nous créons dans toutes ces spéculations, à tout le moins, si on a déjà le programme pour ça, et nous sortons, nous avons notre propre monnaie, on pourra valablement actionner donc sur la planche à billets pour pouvoir construire tous ces champs industriels. Je conclue, je vous en prie. L'État va revenir. Vous avez 10 secondes pour conclure. 10 secondes. L'État, maintenant, on va sortir de ce qu'on a connu, parce que dans les années 60, on avait un État producteur et les bailleurs de fonds sont venus nous demander d'avoir tout simplement un État facilitateur. Je crois qu'on va retourner donc à l'époque de l'État producteur qui va mettre donc, des infrastructures sur place, et puis le secteur privé pourra valablement prendre le relais. Un dernier mot là-dessus. Un dernier mot là-dessus. En matière de monnaie, si on va dans l'histoire, c'est un acte de naissance économique. Ça se fait dans la violence. Ça ne s'annonce pas du tout. Si vous annoncez la création d'une monnaie camerounaise dans 5 ans, l'inflation va s'organiser à partir de pays qui profitent de notre monnaie. Va être organisé. Donc on ne peut pas du tout dire que quand un pays veut créer sa monnaie, il annonce avant 6 heures du matin. Si nous perdons tout ce que nous avons dans le trésor français aujourd'hui en sortant de franc CFA, je peux vous rassurer en discussion hors plateau ici, que nous gagnons plus à sortir en l'abandonnant même tout là. C'est que vous dites, votre porte-monnaie est chez le bandit. Quand votre porte-monnaie est chez le bandit, c'est que tout l'argent là appartient au bandit. De toute façon, il ne vous remettra pas un franc. Il n'y a aucun système aujourd'hui possible pour que les Français nous rendent ce qu'ils nous ont pris ou ce qu'ils nous ont appris. Ce qui est bien, et ça c'est pour quelqu'un qui est sage, c'est de dire ok, pour comme des gens qui parlent à l'église, on dit qu'on les laisse avec l'argent là. On crée notre monnaie, on fonde notre économie de nouveau, on refonde notre économie. Et ça peut se faire en un jour. Sauf que le gouvernement actuel n'a ni autorité, ni qualité, ni légitimité pour créer une monnaie. Il n'est pas capable de gérer. Merci Denis Kobo. Anissé Kane, un dernier mot là-dessus. Je veux dire que si on fait confiance aux antipatriotes, notre pays n'avancera jamais. Parce qu'ils renvoient toujours à demain ce que les autres ont fait en un jour. Aïssi Bessala, la pique, c'était pour vous. Je pense que les autorités du Cameroun ont assez d'intelligence pour capter les éléments positifs pour résoudre le problème de la monnaie. Comme tous les États, ce n'est pas un slogan, c'est une technique, c'est un pouvoir. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous.